là, c'est Sa Majesté. Sa Majesté, propriétaire majoritaire des Hornets de Charlotte, n'est-ce pas? Et surtout, le meilleur joueur de basket de notre ère, Michael Jordan. Alors là, c'est pas Michael Jordan, le joueur, qu'on va bien entendu mettre en évidence et qu'on sera obligé de traiter, évidemment. Mais c'est dans son rôle de leadership, d'héritage envers un monsieur qui nous a quittés, bien entendu, et qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sensibilise tous, nous marque tous, et surtout de son absence. Black Mamba, The Black Mamba, Kobe Bryant. Alors, vous voulez commencer par qui? MJ ou Kobe? Je sais pas. Mapenda, c'est à toi de décider là. Nous, on a trop parlé. Ouais, là. Prends le relais. C'est bon. J'ai la gorge là, qui commence à s'assécher là. Moi aussi d'ailleurs. On va commencer par Kobe. C'est bien Kobe. Alors par contre, Mapenda, on t'entend super mal par contre. Ouais. C'est pas grave, il y a une petite musique d'ambiance là, c'est bien. Allô? Ah, magnifique. Ah, super rythme. Ah, Mapenda? Oui. Vas-y, mon gars. Ça me donne envie de frotter des petites là. Je te disais, on va commencer par Kobe, c'est bien Kobe. Ben, on t'écoute. Quels sont tes premiers ressentis par rapport à Kobe Bryant? Alors, s'il te plaît, sors du standard classique du basketix de merde. Hein. Oh, c'est un grand joueur, il a gagné 5 titres. Non, on veut pas cette... Non, je pense qu'il y a plein de gens d'entre nous ce soir, on est tous là, c'est pour entendre autre chose que les conneries qu'on entend à la télé et les petits couillons qui sont sur Instagram. Hein. Donc, merci. Allez. Désolé. Je t'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Oh non, là, t'amuses là. Oh. Franchement, comment tu peux dire ça? Non, Mapenda, dis-nous un peu ce que tu penses de Kobe et sois profond dans ton développement, s'il te plaît. Kobe, à titre personnel, moi, c'est l'un des mecs qui m'a le plus marqué, tu vois. Enfin, je pense de notre génération, c'est moi en tout cas, je le mets comme le numéro 1. Oh, c'est-à-dire depuis la retraite de Jordan jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un joueur qui m'a autant impacté aussi bien sur le terrain que en dehors du terrain, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par impact? Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. Qu'est-ce que tu entends par impact? Kobe, c'est la Mamba mentality, c'est les moves. Bon, même si il a quand même recopié pas mal sur Jojo. Mais ouais, pour moi, Kobe, il est vraiment très inspirant, quoi. Mais Mapenda, s'il te plaît, t'es pas ici pour faire du raphaélisme. Ah non, sûrement pas. Ça y est, commence. D'ailleurs, on salue Raphaël Chader, hein, justement, maître du podcast Paris Saint-Germain Passion. Et comme diraient certains, prenez votre code passion. Chader. On fait des bisous. Non. Écoutez. Non, mais Damas, pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça par rapport à Kobe Bryant? Parce qu'en fait, là, j'ai envie qu'on évoque des points que d'autres personnes n'ont pas vus chez Kobe. Et là, je fais confiance, en effet, à votre expertise en tant qu'amoureux du basket. Kobe Bryant, ce n'est pas que les moves, bien entendu, qui sont exceptionnels. Ce n'est pas que le modèle inspirant avec la Mamba mentality, comme on aime dire. Mais Kobe, c'est d'abord la lutte. Kobe, c'est d'abord l'amour du basket. Kobe, c'est d'abord le travail que personne ne voit. Kobe, c'est d'abord la persévérance, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et seules les personnes que je dirais averties dans le monde du sport peuvent voir ça de la part de Kobe Bryant. Pourquoi, à votre avis, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait rire encore? Oh, c'est bon. Allez, développe. Qu'est-ce qui te fait rire? Regarde le commentaire de The Coucou là. Sur la photo, Jordan, il porte son short comme Chirac portait ses futales. Oh merde. Oh, pas mal du tout. Alors moi j'applaudis. Exceptionnel. Pardon, désolé, je vous ai coupé, mais ça méritait le détour. Pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas, messieurs, à balancer. Non, je disais, en fait, Kobe Bryant,
il faut que les gens puissent comprendre la partie non visible de ce joueur. Et que je pense que Michael Jordan a rapidement compris pourquoi je dis ça. Et j'ai envie d'insister sur la relation privilégiée que Kobe avait chez Michael Jordan. En fait, Jordan, faut que les gens sachent, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à l'approcher, hein, notamment ses adversaires. Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Et Jordan, régulièrement, les repoussait, ces mecs. Il les repoussait. Pourquoi? Pas parce qu'il craignait qu'ils puissent le battre. Parce que Michael Jordan considérait seules les personnes qui pensaient comme lui, voire même plus. Et en effet, chez ce jeune Kobe Bryant, qui arrive en NBA lors de la draft 96, dont tout le monde se souvient, les premiers affrontements des Bulls face aux Lakers, Kobe a rapidement impressionné MJ par rapport à son esprit de compétition dont on parle très souvent. Et en effet, par rapport à ça, Michael Jordan dira, et je vous laisse la parole, messieurs, Michael Jordan dira à Kobe, écoute frérot, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je répondrai au téléphone. Vous vous rendez compte que le meilleur jeu... Ah, on m'appelle là, il est prêt. Ah, là, je t'ai lancé. Non, mais t'as un peu dénigré ce que j'ai dit. Non, quand je parle de Mamba Mentality, les gens peuvent penser que voilà, c'est un terme générique, etc. et tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Mamba Mentality, ça englobe pas mal de choses en fait concernant Kobe. Écoute. Et comme tu as dit, en fait déjà c'est l'esprit de compétition que ce mec-là il avait, tu vois. Et je pense que de sa génération, donc de l'après Jordan, je pense que c'est lui qui avait le plus, peut-être avec Garnett, mais je pense qu'il avait encore plus que Garnett, cet esprit de compétition. C'est-à-dire que ce mec-là pouvait être un dictateur dans un vestiaire, tu vois. Je pense qu'on a pas mal d'exemples. Hein. Il pouvait vraiment faire vivre l'enfer à ses coéquipiers. On l'a vu notamment sur la période de 2005-2006, là, quand il était beaucoup moins entouré, tu vois. Vraiment. Et je pense que c'est cet esprit de compétition-là, de vouloir tout écraser, sans faire de sentimentalisme, qui fait qu'il se rapproche le plus, tu vois, de Jojo. Et je pense que même lui, il l'a poussé à un niveau encore plus élevé, tu vois, au niveau de comment je dirais, du rapport qu'il peut avoir avec ses coéquipiers, tu vois, l'exigence qu'il peut avoir envers ses coéquipiers. Et c'est en fait ça, quand je dis que c'est inspirant, c'est que c'est des exemples que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, hors basket, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que ce mec-là, en fait, l'impact. Tu vois, la dernière fois, on parlait des finales de 2010. Et tu m'as même avoué que ces finales-là, tu les regardais régulièrement. Bien sûr. Rien que quand tu regardes pas les matchs entiers, juste les highlights, tu vois, les highlights sur YouTube, de 15 minutes. Quand tu vois le visage du gars, tu vois, quand tu vois le regard qu'il a, la concentration qu'il a, franchement, encore une fois, j'ai pas vu de joueur avec une telle détermination, tu vois. C'est surtout dans ce sens-là, moi, que je te parle de Mamba Mentality, tu vois. Ouais, pas mal. Non, je t'embête. Non, c'est pas mal, c'est que c'est la réalité, mon frère. Ah mais, alors par contre... Parce qu'aujourd'hui, là, on a des LeBron, là... Bon, écoute, ça suffit. Du tout droit, là. Non, laisse-moi finir. Il a dit laisse-moi finir. Aïe. Du tout droit, là, qui ont 15 000 lancers francs par match, là, qui s'entourent toujours des meilleurs joueurs, etc. Oh, le tacle. Oh là. Et qui font ami avec toute la ligue. Voilà, c'est bon, on en a marre, tu vois. C'est LeBron, tu vois, c'est cette génération-là. Là, c'est lui qui était le porte-étendard de ça. Avec Kobe, il n'y avait pas de ça. C'était détermination. Voilà. C'est ça que moi, je kiffe chez ce mec-là. C'est quoi l'épisode C'est quoi l'épisode qu'on vient de sortir? C'est quoi le dernier épisode qu'on vient de sortir là? C'est Lakers 2004, c'est ça, hein? Ouais, et alors? Oui. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Et alors, où est-ce que tu vas en venir? Ton joueur, il en a perdu 7 ou 6, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Lui, au moins, il y va en finale. Mapenda, il est lancé. Qui peut l'arrêter? Lui, au moins, il y va sur les finales. Et lui, au moins, il rencontre les Warriors. Il rencontre des vraies équipes, tu vois, pas... des Nets. Des Nets. Les Nets, on parle. Celtics 2010, c'est pas une vraie équipe? Oui. 2008, c'est pas une vraie équipe?
Ah. En dehors d'Orlando. Oui, En dehors en effet. d'Orlando, En Kobe effet. a toujours Oui, voilà, bah, c'est la seule équipe qui a été plutôt battu des correcte équipes en qui phase de étaient 2015. des vraies équipes. Toi, tu dénigres. Mais Orlando 2009 a giflé tes Alors, joueurs. termine la phrase Mapenda parce que j'ai pas très bien entendu. Tu disais? Non, mais on parle des adversaires en finale. Mais je te rappelle que ton joueur s'est fait battre par des Orlando 2009. Donc, à un moment donné, il faut savoir Ah, de le quoi on parle. tag, le tag. Et Mapenda, ce soir, tu rigoles pas. Mapenda, Non, ce soir, les gars. tu rigoles. Ah, ok, d'accord. Aïe, aïe, Bah, aïe. c'est la seule équipe Faut alors parler, que tu peux sortir, hein, parce que sinon on peut ressortir aussi les Celtics en effet en 2008. Hein, là pour le coup il n'y a rien. Après derrière en finale c'est qui? Ce sont les Spurs, ce sont les Warriors. Je pense que ça va quand même. Non. Bon, attendez, les gars. C'est même pas LeBron James qui était censé être mentionné ici, mais Oui, non, mais Mapenda, il a grave. des comptes à régler. Non mais grave. Pourquoi? Tu t'es senti blessé, Vlad? Allez, tu peux nous le dire. On Oh ira. non, Hein? non, non, Et c'est Mapenda qui a voulu direct sortir des LeBron, etc. Bah, je suis obligé de défendre mon gars, c'est normal. Ah. Non, mais plus sérieusement. En termes de détermination. En fait, là, on a les deux icônes. Les deux dernières icônes du basket depuis Jordan. Et très clairement, il y a quand même une différence de mentalité, d'approche du basket. Que ce soit au point de vue du terrain, que ce soit au point de vue extérieur. Même si LeBron, c'est quelqu'un qui est très exigeant, mais c'est pas le même degré, tu vois, de compétitivité. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Waouh, waouh. Oh, c'est osé de dire ça. Hein. C'est très, très osé de dire ça. Ouais, ouais, je suis très dubitatif là pour le coup. C'est-à-dire, Mapenda, t'es loin quand tu parles, en fait. J'ai dit Kobe Bryant, il a beaucoup plus l'esprit de tueur, tu vois, qu'un LeBron, tu vois. Et est-ce que avoir l'esprit d'un L'odeur tueur du fait sang. forcément de lui un meilleur basketteur? Non, mais là, on parlait de sur le basket et sur le terrain et en dehors du terrain, l'approche mentale. Tu vois, l'approche mentale, c'est très important, tu vois. Et sur ce point-là, je trouve qu'il y a quand même une différence quand même de niveau. Non, Ah, alors le terrain, le style de non, jeu, moi, le je suis pas d'accord parce que c'est clairement deux. Alors sur ça, c'est un point sur lequel je peux te rejoindre. En effet, ils ont clairement pas la même approche. Kobe Kobe est en effet dans la lignée d'un Jordan où ça va être le mec qui va vouloir absolument annihiler son adversaire. Mais voilà, ça reste pour moi trop. Et c'est ça qu'il a compris sur les dernières. Enfin, c'est vraiment ça qu'il a compris sur les deux derniers titres. C'est qu'il fallait quand même se mettre un minimum au service de son collectif. Alors Alors, ça, attendez, alors, moi. Ouais. Alors, excuse-moi de te couper, Vlad, mais dans le chat, Mapenda, dans le chat, on est plutôt du côté de Mapenda. Hein. Je vois des choses quand attends, même c'est solides, hein. Rafi qui dit ça. Non, mais il y a Renard Chenapan aussi qui réagit. Hein. Il a dit il est fâché, il en a ras la casquette, Mapenda. Jamais je mets Kobe devant. Alors là, c'est Twins Awareness. Ou purée de patate. Oula, pour moi, LeBron, c'est juste 2016. Le reste. Renard Chenapan, il lâche rien. Hein. Mapenda, il a raison. Bill Laimbeer n'avait pas un côté tueur. Oh là 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 là. Au niveau du chat, ça commence à descendre. Hein. Vlad, ta réponse, comment ça se passe, hein? Ah non, moi pour le coup, tu me mets un Kobe face à un LeBron. Moi, je préfère un LeBron parce que c'est quelqu'un qui est capable de se mettre directement, et ça a été depuis ses premières années, au service d'un collectif. Et la preuve, ça fait combien? C'est pas le cas de Kobe Bryant? Bah ça, il l'a compris bien plus tard. Oui, c'était vrai. Non, Mapenda, oui. tu voulais dire quelque chose? Non, mais regarde. Là, Vlad, il nous dit au service d'un collectif, LeBron est meilleur. Ok, ça peut s'entendre. Mais pourquoi on fait Team Duncast? Parce qu'on parle d'une période NBA, même sur nos débats à chaque fois dans le groupe et tout. On en a marre des matchs de saison régulière, etc. Mais c'est pourquoi ça? C'est parce qu'aujourd'hui, chez les joueurs, on a une mentalité. Là, en fait, LeBron James, il symbolise un peu tout ça. Peut-être que je suis un peu dur, tu vois. Mais il symbolise un peu, tu vois, cette manière de s'embrasser, de sourire au All-Star Game, de jouer les matchs de saison régulière en marchant. Avec Kobe, il n'y avait pas de ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on kiffait la NBA. Peut-être au niveau des résultats, maintenant, c'est plus possible, etc. Mais le degré de compétitivité et le degré d'adversité était dû, en fait, à la mentalité de mecs comme Kobe, tu vois. Aïe, 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 de très bons arguments qui commencent à sortir. Ça s'entend, oui, Alors, oui.
Alors moi, il y a des points que j'aimerais dire par rapport à Mapenda. Tu as dit tout à l'heure par rapport à, à la mentalité de compétition de Kobe Bryant, mais sans doute pas meilleur que lui, hormis peut-être Kevin Garnett. Moi, j'aimerais donner par rapport à un petit point par rapport à Kevin Garnett et Kobe Bryant. Je pense qu'ils avaient peut-être la même rage de vaincre, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule différence entre Garnett, même je dirais même le raid par rapport à Tim Duncan, par rapport à Kobe Bryant, c'est les ballons en fin de match qui comptent triple psychologiquement parlant. Garnett ne les a pas mis par rapport à Kobe, également par rapport à Tim Duncan, qui pour ma part, Tim Duncan est le seul avec une équipe aussi exceptionnelle à ses côtés, il faut quand même le dire, parce que quand t'es drafté, que t'as Duncan Robinson à côté, c'est quand même très intéressant. Non, Duncan Robinson, pardon, c'est pas Jimmy Neutron, non, pardon. David Robinson, l'amiral à côté au poste de pivot, c'est quand même très intéressant aussi. Mais c'est clair que Kobe Bryant a mis des shoots à imposer des situations qui sont quand même plus importantes. C'est clair qu'en termes d'esprit de compétition, Kobe, si tu lui demandes de jouer avec Ray Allen, ça va être chaud. Kobe, si tu demandes de jouer avec Tracy McGrady, ça va être chaud. Je suis pas sûr qu'il va valider ça comme LeBron James l'a fait avec tous ses potes de cette même génération. Moi, par exemple, une image qui m'a clairement énervé par rapport à LeBron James, c'est lors du premier tour de playoff 2020 entre les Blazers de Portland et les Lakers. Les Lakers gagnent cette série 4-1. À la fin du match 5, tu vois Carmelo Anthony et LeBron James en train de sourire. Niquez vos races, les putes. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, ça me fout le seum. Alors que début 2010, d'ailleurs, Vlad, petit aparté, je crois qu'il y a Rafik qui toque à la porte pour rentrer. Début 2010, il y a un match de saison régulière dont je pense même que Riyad Masmoudi, que je salue, et ainsi que Samuel Tucker, qui n'est pas avec nous ce soir, qu'on a regardé, où il y avait un super duel entre les Nuggets de Denver et les Cavs de Cleveland, saison régulière 2010, que Denver va remporter en plus à la Queensland Arena, là, dans l'Ohio. Tu te souviens, Vlad, de ce match? Oui, tu te souviens, hein? T'as Carmelo qui met 41, je crois, je sais plus. Bon, bref, oui, c'est des matchs à 40 points pour tous les deux. Ouais. Un énorme game, justement, que Anthony va remporter. Franchement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de telles confrontations en saison régulière? Ça n'existe pas. Mais alors, je vais... Parce que là, vous êtes sur le discours, oui, LeBron, il sourit à tout le monde, etc. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, s'il chie sur tout le monde, il peut leur sourire, hein. aussi. Bon, messieurs, laissons les LeBron James de côté, on s'est bien amusé. Oui, c'est pas le sujet. Voilà. Revenons un peu sur notre débat Michael Jordan, Kobe Bryant. Déjà, premier point de ressemblance, ils jouent tous les deux au poste de arrière shooter. Ils ont tous les deux, en effet, le même profil. Et moi, ce qui est intéressant par rapport à Kobe, c'est la soif qu'il a d'apprendre, en fait. Le mec est dingue d'apprendre toujours de nouvelles choses. Il s'est même permis d'appeler le John Stockton de Rafik, qui est censé d'ailleurs nous rejoindre d'ailleurs, pour nous dire comment tu fais ça, comment t'as fait ce mouvement, t'as fait ça où, t'as appris ça où. Mais quelle soif de la part de Kobe, messieurs. Eh ben, ça, concrètement, on peut le dire. Kobe Bryant, c'est le successeur de monsieur MJ. Ah bah c'est... Vanda. Très clairement. Oui. Franchement, je vais même aller plus loin. Je pense que depuis Jordan, c'est Kobe qui se rapproche le plus. Même, je pense, de toute l'histoire de la NBA, Kobe, je pense, c'est le prototype de joueur qui se rapproche le plus du joueur qu'est Michael Jordan, tu vois. Aussi bien sur l'aspect technique que l'aspect mental, tu vois. Exactement. Pour moi... Tout à l'heure, tu parlais de soif d'apprendre. Allô? Ouais, vas-y, Mapenda. J'ai dit, tout à l'heure, tu parlais de soif d'apprendre. Mm-hmm. Il faut quand même souligner que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui a approché Jordan. Et non. C'est pas un hasard que Jordan ait donné à Kobe la possibilité de l'approcher. Il a quand même réussi, Kobe est quand même le seul, je pense, à avoir réussi à avoir un... Bon, c'est un Jordan en fin de carrière, certes, mais bon, c'est quand même le début aussi de la carrière de Kobe. Mais c'est le seul qui a réussi à avoir cette relation privilégiée, je pense, exact. De petit frère, alors qu'ils jouent pas dans la même équipe, tu vois. Et je pense que même Jordan, je suis même pas sûr qu'il l'ait eu avec certains jeunes Bulls de l'époque, tu vois. Ah, c'est possible.
Non, C'est possible parce que. Ah non, surtout que c'est bien que tu parles de ça par rapport aux Bulls parce que tu avais un joueur, je crois que c'était Scott Williams, je crois, à l'époque, qui réclamait en plus l'attention de Michael Jordan, qui n'arrivait pas à avoir. Horace Grant aussi, qui a beaucoup lutté pour avoir cette approbation auprès de MJ, qui n'a jamais eu, qui a même causé même son départ après le titre de 93 du côté du Magic. Non, il y a beaucoup de choses, en effet, que Michael Jordan crée une certaine distance avec beaucoup de personnes, de son entourage, même des Bulls, d'ailleurs, où seul Scottie Pippen, bien entendu, était privilégié pour pouvoir y entrer. Un point par rapport à leur relation, Vlad? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Mapenda, je vais même aller un peu plus loin que ce qu'il dit. Pour moi, c'est même plus une copie en fait, Kobe de Jordan. Pour moi, c'est un Jordan version 2.0. Parce que 2.0. ouais, parce qu'il a, en effet, il a complètement repris, enfin, je vais pas dire repris, mais c'est clairement la copie, comme tu peux dire, de Jordan sur tous les moves, on va dire signature. Mais il a cette capacité qui, pour moi, est ouf. Et c'est un peu comme ça, je sais plus qui l'avait caractérisé comme ça, mais que c'est le meilleur, c'est le meilleur shooter de mauvais shoot. Je sais plus qui a dit ça, mais j'avais entendu ça, mais il avait pas si tort que ça, parce que les shoots improbables, compliqués comme pas possible, avec 3 joueurs sur la tête, etc., à cette heure-ci, complètement déséquilibre, quasi à 3 points dans le corner, etc., je vois que Kobe faire ce genre de tir. Mais dans quelles circonstances, dans quel game t'as vu faire ça? Parce que moi, la seule souvenir que j'ai, c'est peut-être contre les Pistons de Détroit 2004. J'ai plus d'exemples en tête, mais c'est contre qui? Je crois que c'est contre les Mavericks ou c'est contre Portland. Je crois qu'il met un 3 points sur la tête de je sais plus qui, main gauche, etc. Bon bref, il a fait des dingueries. Et, c'est possible. Et c'est à Portland aussi en 2004, là où il met son shoot pour envoyer en overtime, et ensuite il met en overtime le buzzer beater là. Tout à fait. Avant les playoffs en plus, je me souviens très très bien de cette. Oui, forcément, moi je m'en souviens, donc je n'ai pas forcément envie de revenir là-dessus. Merci, au revoir. Mapenda, t'as des anecdotes par rapport à ça et Kobe, Monsieur Mauvais Shoot? Ouais, mais après, tu vois, on peut critiquer, tu vois. Sur la période Kobe, moi c'est surtout la période après la finale de quand Shaq part et que il tape les 80 points, toute cette période. Là, tu vois, je pense que c'est l'initiateur d'un certain style de franchise player, tu vois, comme on a pu le voir ces dernières années, qui vraiment, tu vois, prennent 25-30 shoots par match, tu vois. Initiateur, je suis pas forcément d'accord avec toi. Initiateur, excuse-moi de te couper, Mapenda, je suis pas forcément d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que Tracy McGrady était dans ce rôle du côté du Magic avec l'absence de Grant Hill. Il a été deux fois meilleur marqueur. Il a été 2 fois meilleur marqueur de la ligue en plus avec l'absence de Grant Hill. Voilà, il a fait 2 premiers tours, on a vu, et Kobe a fait le même modèle. Oui, non. Voilà. J'ai oublié T-Mac, tu vois. Mais en fait, c'est plus dans le sens où comment expliquer? Kobe, en fait, il en avait rien à foutre, tu vois. On peut critiquer, mais il était tellement dans sa détermination que pour lui, il n'y a que lui qui avait une approche mentale pour lui permettre de gagner des matchs. Tu vois, les autres ne pouvaient pas le faire. Peut-être à tort ou à raison, c'est pas la question. Mais au moins il avait cette comment dire, cette faculté à tout porter sur ses épaules, tu vois. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut, parce que tu peux prendre des shoots, tu vas prendre 25 shoots par match. C'est très facile de prendre 25 shoots par match. Mais est-ce que lui il les assumait? Je sais pas si tu vois la nuance, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que beaucoup peuvent critiquer ça. Lui, il continue à rester dans la même ligne de conduite. Mais concrètement, c'était quelque part un manque de leadership de la part de Kobe Bryant. Vlad. Ouais, alors moi j'ai mon idée assez arrêtée par rapport à ça, parce que c'est sur ça que moi Kobe à certains moments m'a clairement énervé. C'est qu'il était capable de faire. Non, mais il était clairement capable la veille de faire une feuille de stats magnifique avec, je sais pas, un 30 points 10 passes pour te prendre un exemple. Comme le lendemain, il peut te faire un 30 points, mais genre à 824 au shoot. Oh merde. Ça, et en plus, je sais que tu as raison. Il y a Rafik, je crois, qui est là, non? Comment ça se passe pour notre frérot? Ouais, je suis là.
Aïe, 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 Rafik. Ouais, Rafik Middleton. Ah ouais, là, c'est plus intéressant. Là, c'est plus intéressant. Totti, c'est pour le foot. Middleton, c'est pour la NBA. Salut Rafik, ça dit quoi? Ça va quoi les gars? On est Heureusement, là. heureusement j'arrive maintenant hein, parce que si j'étais venu 20 minutes avant, je pense que Vlad il serait parti du live. Hein. Genre Mapenda plus moi et Mapenda plus. Non mais on va pas revenir sur tout ce que sur la comparaison en termes d'esprit compétitif entre LeBron et Kobe. On va pas revenir dessus, mais j'aurais appuyé dessus. Mais en tout cas, par rapport à la relation entre Kobe et Michael Jordan, Michael Jordan, je pense que quand il a vu l'audace de Kobe, il l'a directement validé. Ouais. Je pense il s'est reconnu un peu il s'est vraiment reconnu dans Kobe et il l'a validé. Et c'est clairement le joueur qui s'est le plus rapproché de Michael Jordan. Il l'a très bien dit là, en termes de signature, vraiment, il y a des paniers, il y a des fade-away mid-range. T'as l'impression de revoir Michael Jordan. Et je suis aussi assez d'accord sur. C'est le meilleur shooter des mauvais shoots. Bon, ça fait un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est vrai que Kobe prenait beaucoup de shoots compliqués et c'était vraiment le meilleur pour mettre des shoots très compliqués. Vraiment des shoots avec deux mecs sur lui en fade away, etc. Mais honnêtement, c'était le meilleur à ça. Vraiment, t'es là, tu te dis, mais merde quoi. Non, comment il fait? D'accord, ouais. On est bien d'accord, mais tu sais, c'est comme quand tu prends toi en match, tu prends un mauvais shoot, ça rentre, on va te féliciter, mais si tu le rentres pas, c'est compliqué après derrière quoi. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, en parlant de ça, juste Damas, il y a un dernier point que Mapenda avait dit et je suis d'accord avec lui, c'est par rapport au fait que il n'est pas affecté par l'échec. Vraiment, il y a des joueurs vraiment quand ils ratent 4-5 shoots de suite, ils vont s'effondrer le match même. Hein. Ils vont plus vouloir retirer, etc. Lui, Kobe, qu'il soit à 10 sur 11 ou à 1 sur 11, il a le même niveau de confiance sur son 12e shoot. Il n'est pas du tout affecté par l'échec. Et d'ailleurs, il a dit plusieurs fois qu'il admirait, enfin, je sais pas s'il avait dit admirer, mais il était heureux de voir Klay Thompson prendre des shoots après un 0 sur 10. Il disait que voilà, il est pas affecté par l'échec et il saluait ça. Est-ce que, en parlant de ça, vous savez que Kobe Bryant, on lui avait posé la question, il parlait avec un autre joueur, je ne sais plus c'est qui, il parlait de ses mauvais shoots. Il lui a dit ouais Kobe, est-ce que tu penses que tu devrais faire une meilleure sélection de shoot? Il a dit écoute, dès que tu as l'opportunité de shooter, shoot. Le mec, il en a rien à foutre des critiques par rapport à tout ça. Et Michael Jordan, concrètement, en termes de carrière, on va parler un peu du cas avec Doc Collins quand il faisait ses premières années avec les Bulls et qu'il se cassait la figure du côté des Pistons. C'est justement ça qui a coûté cher à Michael et de l'absence de ses titres lors de ses 6 premières années et notamment de ses 3 défaites d'affilée face aux Pistons. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de variété offensive du côté des Bulls. C'était Michael qui marquait 30 points, les autres se bagarraient avec 15 et Scottie Pippen n'était pas encore assez mature aussi pour faire face à la confrontation des Pistons. C'est quand Scottie Pippen a commencé à gagner en qualité de jeu qu'il y avait cette variété du côté des Bulls et Michael a commencé aussi à moins shooter. Et grâce à qui? Grâce à un certain Phil Jackson. Alors, là, messieurs, je vous demande votre attention. Là, vous allez devoir m'évoquer ça. Le lien entre Michael Jordan et Kobe Bryant, c'est Phil Jackson. Selon vous, quel est le type de rapport qui a eu lieu entre les deux grandes stars? Très cher internaute, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis par rapport à ces points-là. On évoque la relation privilégiée Michael Jordan, Kobe. Rafik, t'avais l'air lancé là. T'es chaud, on te laisse. Non, répète ta question, s'il te plaît. Tu rigoles? C'est comme quoi? Est-ce qu'on laisse dans la merde, c'est ça? Non, mais regarde. Non, mais Jordan se faisait trop casser par Mahorn et l'Embire. Kobe balançait des sauciflards contre le Jazz.
Oh, t'es vilain. Non, mais ça c'est méchant, il était Non. tout jeune, il a rien demandé, Non, il a pris ses responsabilités. je connais l'individu maintenant qui est sous le pseudo de The Cool et ça me fait fortement rire en fait. C'est quelqu'un qu'on connaît. Non. Ce que disait Vlad, non, qu'est-ce que je raconte? En fait, ma question, Rafik, était quel est le rapport qu'avait Phil Jackson avec Michael Jordan en 1 et Kobe Bryant en 2? Le lien entre les deux joueurs, c'est Phil Jackson. Donc là, messieurs, Oui, clairement. À vous la parole. Rafik, t'avais l'air lancé, on t'écoute. Il le balance Est-ce comme qu'il ça. avait la même pédagogie avec les deux? Je pense pas. Quand il coach Michael Jordan est déjà plus mature. Il est déjà plus leader que quand il coach Kobe, Phil Jackson. Donc il n'a pas eu tout l'exercice psychologique qu'il a fait avec Kobe pour lui faire comprendre ce qu'était le leadership, l'importance d'impliquer ses coéquipiers. Il n'a pas eu à faire ça avec Michael Jordan. Moi, je pense que le travail qu'il avait à faire avec Michael Jordan, c'est surtout en termes de inclure dans sa routine tout ce qui était méditation, etc. Parce que c'est des choses qu'il n'acceptait pas au début. Michael Jordan, il récupère un joueur quasiment fini. Donc, ouais, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est la relation Phil Jackson, Michael Jordan, Phil Jackson, Kobe, elle n'est pas pareille. Avec Kobe, je dirais que là, c'est plus une relation quasiment père-fils, parce qu'il le récupère tout jeune. Il était parti prendre des cours de psychologie pour pouvoir aider Kobe dans sa progression, parce qu'il avait du mal à parler avec Kobe. Donc, dans la relation avec Kobe aussi, ça a permis à Phil Jackson de s'améliorer, je pense. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout la même relation. Je suis plutôt d'accord aussi avec ce que tu dis. Avec Jordan, ouais, c'est exactement ça, c'est que le produit est quasi fini. En effet, il y a toujours 2-3 touches, 2-3 détails à améliorer par-ci par-là, mais pour moi, Phil Jackson, lors des Bulls, n'est pas un coach à proprement dit. Pour moi, c'est beaucoup plus un manager en fait qu'autre chose, parce qu'il est là vraiment pour composer avec avec tous les éléments de l'équipe, et c'était surtout le casse-tête de savoir comment bien les mettre ensemble, comment réussir à en tirer une alchimie pour pouvoir arriver au but ultime, qui était le titre. Et ça se voit de toute façon au fur et à mesure des années. Et puis après, c'est quand même bien expliqué aussi dans The Last Dance, à quel point lui, de son côté, prenait vraiment le côté psychologique de la chose. Et c'est vraiment du pur management. Après, derrière, toute la partie coaching, de toute façon, c'est un peu valable pour toutes les équipes. Tu vas avoir un head coach qui va donner, on va dire, les grandes lignées, mais après derrière, tout le taf de fond, il est fait par tout le staff, derrière. Donc il y a ça, alors que Kobe, en fait, tu pourrais même dire qu'il y a 3 périodes. Tu as une période, on va dire, post-Jordan, donc ce début des années 2000 Lakers, où tu vas avoir un peu cette continuité, parce que tu as une équipe qui est quand même un minimum formatée, enfin qui est formée pour aller jusqu'au bout. Donc là, on est un peu dans la continuité des Bulls, même si tu as quand même moins de caractère, tu as moins de personnalité, de forte personnalité, mais tu es toujours un peu dans cette continuité. Après, tu vas avoir la deuxième période où là, ça va être un peu le creux jusqu'à 2008, où là, c'est de la pure reconstruction, parce que c'est pas avec des Smoosh Parker ou avec des gars comme ça que tu vas gagner un titre. Donc là, ce sont les fulgurances un peu de Kobe, où il va faire tous ces gros éclats, les 81 points, les 60 points en 3 quarts temps, etc. Donc voilà, c'est là où justement le produit Kobe commence réellement à arriver à maturation. Et là, à partir de 2008 jusqu'à 2011, là où ils se font salement sweeper, et c'est ce qui va marquer la fin de carrière de Phil Jackson par les Mavs. Là, par contre, en effet, tu reviens.
là, il a beaucoup plus une approche réellement sportive. Où tu as clairement un objectif sportif et non pas que un objectif, on va dire, managérial. Mais- Et c'est... Ouais, moi je trouve que c'est quand même bien différent. Et moi je trouve que c'est vachement marqué en fait sur les Lakers. Mais après, je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, nickel. Après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est un peu normal parce que le jeu, il allait beaucoup plus vite, mais je pense que le QI basket aussi n'était pas le même. Donc là, tu avais des joueurs, la majorité des joueurs étaient faits pour un jeu plus rapide, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile de mettre en place son jeu en triangle. Donc il était un peu obligé de mettre les mains dans le conduit. Au moment il y avait beaucoup plus d'entraînement, je pense, etc. Alors qu'avant, les joueurs, je pense, peut-être c'est un peu généralisé, mais je pense que le QI basket était quand même un peu plus élevé à l'époque de Jordan, ou même au début de Kobe aux Lakers, que pendant la période 2010, etc. Non? Moi, je dirais pas que le QI était plus élevé, c'était peut-être une. Pour moi, c'est surtout une façon de jouer qui est différente. C'est pas du tout la même intelligence de jeu entre cette époque et maintenant. Du coup, comme c'est pas du tout la même intelligence, c'est pas du tout la même intelligence de jeu, j'ai du mal un peu à hiérarchiser ces deux intelligences de jeu. Et pour moi, il n'y a pas de. En tout cas, pour moi, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. En tout cas, c'est mon avis sur ça. J'ai dit c'est plus dans le sens où dans la fin des années 80, enfin dans la fin des années 2000, on a plus droit, tu sais, aux joueurs qui sont draftés, mais qui sont beaucoup moins NBA ready, tu vois. Donc, ils mettent 5, 6 ans, voire un peu plus, à vraiment devenir des joueurs finis. C'est plus dans ce sens-là. Alors qu'à l'époque, les joueurs, ils arrivaient, ils savaient c'était quoi la NBA. En fait, ils étaient direct plongés dans... L'apprentissage était beaucoup plus dur et beaucoup plus rapide, du coup. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est surtout... Tu dis que l'approche, le QI, c'était pas le même. Mais justement, je trouve que c'était quand même un peu plus élevé avant. Donc, du coup, beaucoup plus facile de mettre des choses en place. Là, maintenant, avec des jeunes qui arrivent, qui ont souvent un profil ou juste un potentiel, c'est un peu plus compliqué, en fait. Moi je vous trouve un peu dur par rapport... Enfin, moi, je suis pas hyper fan de ce discours que les années 90, il y avait forcément beaucoup plus de QI, entre guillemets, basket, que maintenant. Moi, je trouve pas tant que ça, en fait. Moi, je trouve pas qu'il y ait de réelle différence par rapport à avant. Et c'est même peut-être encore pire, enfin, c'est même peut-être même encore mieux maintenant, parce que tu as... Non. Alors, après, c'est ce qui... Alors, pour certains... va tuer le jeu, pour d'autres va l'améliorer, c'est tout l'esprit analytics, où là tu vas vraiment avoir les stats avancées, tu vas avoir plein de choses sur lesquelles tu n'avais pas enfin sur lesquelles surtout tout le monde n'avait pas forcément accès à l'époque. Bah après, tu as plus de jeux placés maintenant. Donc forcément, tu es plus dans la recherche de systèmes pour pouvoir... Enfin, tu as plus de jeux placés avant. Donc tu étais plus dans la recherche de systèmes. De système pour pouvoir mettre à défaut la défense. Donc voilà. Alors que maintenant, le jeu, il est beaucoup plus axé sur le jeu rapide et les chutes à 3 points. Bah, oui, mais Non, oui, mais parce qu'en parallèle, les joueurs ont été capables de développer ces capacités, justement. À l'époque, en effet, on shootait quasiment pas à 3 points parce qu'on n'avait pas de gros spécialistes, à part comme des mecs comme Steve Kerr, voilà, ce qui était on va dire, un peu des... je vais pas dire des intrus, mais qui étaient des exceptions. Voilà, qui étaient des exceptions dans la spécialité. Alors que maintenant, tout le monde est quasiment capable de shooter à 3 points. Mais si tu joues pas à 3 points, t'es pas en NBA aujourd'hui, soyons clairs. Hein, à 75%, t'es dehors. Maintenant, à la différence, l'axe, selon moi, par rapport à Phil Jackson, qui est le lien entre ces deux joueurs, hein, soyons clairs, Phil Jackson a dû travailler, selon moi, le leadership quand il arrivait au pouvoir en tant que head coach du côté des Bulls de Michael Jordan. C'est-à-dire, il avait dit une phrase très pertinente que j'ai lue dans son livre 11 Rings, d'ailleurs que je vous conseille de tous à lire. Il a dit, Michael, il faut maintenant que tu fasses le travail d'amener tes coéquipiers là où toi tu veux les amener. C'est-à-dire ce niveau d'exigence, de rigueur, de discipline et d'excellence, en effet, pour gagner, comme on l'a vu du côté du premier three-peat. Et le second three-peat, par rapport à MJ et Phil Jackson, on sent maintenant qu'il y a une relation
fils, une relation de mentor. Il n'y a plus ce travail technique à fournir et même ce travail de leadership en soi. Parce que Scottie Pippen aussi joue un rôle très important, ce que disait même Steve Kerr, dans cette approche de cohésion d'équipe. Scottie Pippen était beaucoup plus, on va dire, touchable, perceptible. Et même sensible aussi, beaucoup plus sensible que Michael. Michael, en plus de Kobe Bryant, se positionnait comme étant des mâles alpha, comme étant des mâles dominants dans un vestiaire, des mecs, tu peux pas décider sans eux, et c'est moi qui décide, là où je vais amener l'équipe. C'est sur ça aussi où les deux se rejoignent, et Phil Jackson a dû adapter un style managérial adapté par rapport aux spécificités de Michael et de Kobe. Par exemple, Kobe, c'est vrai, comme l'a dit Rafik, Kobe est plus jeune. Quand Phil Jackson arrive, notamment du côté des Lakers, était 99. Et d'ailleurs même, Kobe est tellement incorrigible au niveau du caractère, qu'il amène Michael Jordan aussi. Il amène MJ pour calmer un petit peu Kobe et pour essayer de le drafter un peu. Et Kobe, il dit quoi? Kobe, il dit et toi, je peux te battre. Moi, je vais te battre, je peux te battre. Non, mais le mec, c'est incroyable. J'espère vraiment que MJ ressortira ça lors de l'intronisation de Kobe. Et t'as MJ, il dit oui, moi, tu sais que je peux t'aider à devenir le plus grand poste 2 de l'histoire, toutes ces histoires-là. Et Kobe, on dirait, il est même pas conscient de ce qui se passe. Il répond, tu sais que moi, je peux te battre, moi. Je suis plus fort que toi, moi. Moi, je suis meilleur que toi. Mais mec, en plus, c'est juste un entretien, une réunion d'équipe, frère. C'est même pas un training et tout, où tu dois montrer. Non, encore une fois, sur ces éléments-là, il y a comme un espèce de travail d'arriver d'adulte, de devenir adulte pour Kobe, qu'il ne fait pas avec Michael Jordan. Et franchement, Phil Jackson, de toute manière, les résultats parleront d'eux-mêmes. Mais au-delà des résultats qu'ont eu les deux joueurs, c'est que Phil Jackson, tu sens vraiment qu'il a amené ces deux joueurs-là à un niveau même, je dirais même, de la personne, de l'authenticité de ce qu'ils sont, à un standard qui dépasse même le cadre du titre. Dépasse même le cadre des titres en NBA. Et c'est là où on voit la qualité d'un bon coach. Petite anecdote, j'avais fait le lire Eleven Riggs à un pasteur et il avait même dit à la fin il a même dit à la fin pourquoi tu commences comme ça? Il a dit quoi? Non mais quand tu commences à faire ce genre d'annonce avec un pasteur, je sens qu'on va rigoler, je sais pas pourquoi. Ah non, mais ce pasteur, il avait dit, oh là là, mais Phil Jackson, il fait même des choses que nous-mêmes, on n'arrive même pas à faire avec des fidèles de l'église. C'est pour vous dire. Ah, là, par contre, j'ai fait. C'était Diel. Félicitations. Ah, c'est fort, c'est fort. Franchement, Jackson, on ne se rend pas compte. Il a sans doute eu l'un des travaux les plus difficiles au niveau managérial de gérer deux des plus grands joueurs des 20 ou 30 dernières années. C'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mapenda, Vlad. Pour moi, c'est simple. Jackson, c'est le meilleur coach de l'histoire, tu vois. Je rien que par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas croire que tout était rose avec ces mecs-là. Parce que oui, comme tu as dit, au quotidien, je pense que ça doit être ultra difficile à gérer. Comme tu as dit, des mâles alpha dans le vestiaire qui pensent être au-dessus de tout le monde, qui pensent être les meilleurs. Donc, tu sais, tu as forcément des relations conflictuelles avec eux. Et je pense qu'il faut avoir quand même des épaules sacrément solides pour pouvoir tenir sur une période aussi longue et surtout pouvoir gagner autant. Attends, on parle de tripit, là. Il y a même le mec qui a fait des tripit avec ce genre de caractère-là dans le vestiaire, tu vois. Je sens qu'il va falloir qu'on relance. D'ailleurs, c'était déjà un vieux podcast, mais il va falloir qu'on relance un podcast sur les coachs. Parce que là, Mapenda, il a ouvert une brèche, là. Merci, Mapenda. Merci, Vlad. Tu as raison. Non, mais parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a des joueurs, il y a des coachs, on sent direct que dès qu'il y a même pas un Big Three, mais juste un Big Two avec des mecs qui sont à peine All-Star, les mecs commencent déjà à bégayer. Donc, ce mec, quand même, il réussit quand même à gagner je sais combien de titres avec les deux joueurs, je pense, qui doivent être les plus difficiles à gérer sur l'histoire de la NBA. Rafik, t'as ton avis là-dessus par rapport à Phil Jackson? Je sais que t'as pas Phil Jackson dans ton cœur, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais que c'est chaud avec toi. Non, quand même, t'abuses. Juste parce que j'ai pris le parti de Pat Riley. Mais t'as été intransigeant. Sur quoi?
par rapport à Pat Riley, ton approche uniquement de Riley et Phil Jackson, non, dehors. Non, mais c'était dehors, non, tu vas loin, mais c'était l'épisode, tu sais très bien, le show, tu vois, c'était Voilà. vraiment dans le C'est ça qu'on veut, on veut du show, nous. c'est dans le vide du show, tu vois, si nous trois, on est tous là à dire, ouais, non, Phil Jackson, bon, tu vois, c'est lisse, mais oui, bien sûr que Phil Jackson, ce qu'a fait en termes de psychologie, c'est très très fort, et je pense que c'est un entraîneur qui a poussé qui a vraiment montré à quel point c'était important quand t'es coach de ne pas être uniquement un tacticien, mais de avoir cette facette de psychologie, de management, de compréhension de comment de l'humain, de comment marche un humain, comment marche physiologiquement un humain. Moi, je trouve qu'il a poussé ça très très loin, et en fait, je trouve qu'il a eu les deux meilleurs cobayes pour comprendre ça, en fait. Ah bon? Ah bon, Moi, ah bon, il a c'est meilleur coach. Il a eu les deux meilleurs cobayes, et ce qu'il a fait avec, surtout, là pour moi, il y a le plus de respect, c'est avec Kobe, parce que vraiment, Kobe, c'était le plus compliqué à gérer. Vraiment, c'était le plus compliqué, parce que c'est pas uniquement Kobe qu'il faut gérer, c'est aussi le vestiaire qui en avait marre de Kobe. C'était ces deux choses à gérer. Il fallait calmer les anciens qui en avaient marre de Kobe, et il fallait faire en sorte aussi que Kobe arrête de continuer à être perso, à manquer de respect aux anciens, etc. J'ai dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs moments où Phil Jackson était débordé par l'attitude de Kobe. Il était obligé de consulter pour pouvoir gérer Kobe. Sinon, il était cuit. Consulter quoi, un psychologue? Oui, mais genre pas pour lui, mais pour développer son approche pour la situation de Kobe. En plus, il y a eu plein d'épisodes, l'épisode en 2003-2004, l'épisode du viol, des trucs comme ça. Ça n'affecte pas que Kobe, mais ça affecte aussi Phil Jackson. En vrai, Phil Jackson, il a une carrière où il a dû faire face à des événements pour ses joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Honnêtement, dites-vous, si vous êtes manager demain et que vous apprenez qu'un de vos employés il est dans une affaire de viol, mais c'est quelque chose à gérer, ça. C'est pas quelque chose de facile à gérer. Ah, moi je lui dis félicitations, PD. Voilà. Alors lui, il est enroulé, lui, au bout de... Vraiment. mais on peut pas compter sur toi, encore une fois. Ça prouve qu'on ne peut pas compter sur toi. Mais heureusement qu'il n'y a pas des bots audio sur Twitch. Sinon, on serait fait shutdown. Je te jure. Mais vraiment. D'ailleurs, en parlant de ça, de conflit d'intérêts, Michael Jordan aussi n'était pas un tendre. N'oubliez pas la bagarre qu'il a eu avec Steve Kerr, que Phil Jackson va très bien résoudre en disant Michael, tu es le capitaine de l'équipe, règle-moi ça. Dès le lendemain, je veux que tout soit réglé. Franchement, Jackson le dira dans ce livre qu'il a parlé comme ça. En tout cas, c'est selon ses dires à lui. Je peux dire une petite chose? Je t'en prie, là, tu es là pour ça. Merci. C'est pour ça que moi, sur le coup, je maintiens ma position que Phil Jackson, pour moi, est le meilleur manager de tous les temps. Mais par contre, je rejoins Rafik. Pat Riley, en termes de coaching tactique pur, pour moi, il est au-dessus. Attends. Ouais, mais... Alors là, voilà, la bagarre. Attends, Mapenda, t'inquiète. Mapenda, t'es de mon côté ou pas? Ouais, je suis avec toi, moi. Ok, bon gosse, super. Vas-y, c'est parti. Il est 22h52. On s'étend jusqu'à 23h avant le dernier débat. On fait 8 minutes là-dessus. On clash. Ok. Parfait. Bon, Mapenda, tu commences ou c'est moi? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci, beau gosse. Je te complète. Regarde, moi, je suis chaud par rapport à... Non, mais calmez-vous. Moi, je suis chaud par rapport à... Allez, on voit. Sur la partie technique, l'attaque en triangle. Quelle est l'équipe qui a pu résoudre ce type de problématique? Alors, par contre, je veux quand même donner des éléments objectifs par rapport à l'attaque en triangle. Phil Jackson l'a appliqué lors des demi-finales de la conférence Ouest 2011 face aux Mavs, que les Lakers s'inclinent 4-0. Et les Mavs vont battre les Lakers en jouant la défense en zone. C'est vrai, ça, je suis d'accord avec ça, c'est sûr. Ok, les Mavs ont fait un excellent travail, notamment Tyson Chandler sur Andrew Bynum. Mais au-delà de l'élément de Michael Jordan,
au-delà du talent de Kobe Bryant et bien entendu de Shaquille O'Neal, je suis désolé, hein, l'attaque en triangle, c'est le feu. Et le feu. Ouais, Surtout qu'elle permet, surtout ce qui est intéressant dans ce type d'attaque, c'est qu'elle permet à tout le monde de progresser basketballistiquement parlant. C'est-à-dire, si t'es claqué, ça va se voir. Si t'es bon, tu vas relever tout le tempo. Et à partir de là, moi, je suis désolé, en termes de lecture de jeu, t'as plein de gens qui se sont cassés la figure. Oui, mais par rapport à ça, Et, alors ça va être un peu la mentalité. On va rejoindre un peu la mentalité à être buté un peu à la Kobe. Mais oui, l'attaque en triangle, je veux bien, mais ça montre ses limites et je suis désolé. J'allais dire Pat Riley. Phil Jackson, lorsqu'il se retrouve en difficulté, alors que ce soit même défensivement parlant, mais là on parle du coup de l'attaque. Si on s'adapte bien à son jeu en triangle, j'aimerais bien savoir ce qu'il a proposé d'autre en termes d'adaptation. Pourquoi il va adapter autre chose alors qu'il fait que gagner? C'est comme si tu me disais pourquoi Messi va quitter Barcelone alors qu'il a fait que gagner à Barcelone pendant plus de 10 ans. Il a fait que gagner. Eh frère, Il a pas fait que. mais là c'est que là qu'il perd parce qu'il évolue avec des joueurs moyens. Mais je suis désolé, Messi on dit il faut partir, Oui. il a fait que gagner avec Barça, il reste parce que le système barcelonais convient à la victoire de Messi. Ok. Moi, je comprends pas la Non comparaison. mais bah écoute, moi ça me va ce que tu me dis parce que du coup ça veut dire que Phil Jackson, il a besoin d'être avec les meilleurs pour gagner, pour réussir à mettre en place son Non. attaque en triangle. Mais si lui-même il est le meilleur, Non. pourquoi tu veux qu'il joue avec des joueurs moyens? Non, Attendez les gars, Bah, on a après, pris ça faut- ensemble. Hein. Faut dire ça à son management après, hein, mais pour le coup, moi je suis désolé, Pat Riley a été capable de mettre beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus d'identité dans les équipes dans lesquelles il est allé. Et c'est dur, Ouh là là, Oui, ouh là là. oui. Ah, t'es sérieux là? bien sûr. Ouh là Bah là. oui, qui sait jouer. Mais attends, bah non, l'attaque en triangle justement c'est une part identitaire de Phil Jackson. Et on a vu à quoi ça apportait avec les titres qu'il a eu. Attendez, Bah, quand tu parles Damas, d'identité, c'est quoi? Dis Mapenda, c'est ton tour. déjà, on parle des limites de l'attaque en triangle, mais dans l'histoire de la NBA, là, dans les 50 dernières années, cite-moi un coach, à part peut-être Don Nelson, qui a autant gagné avec son système à lui. Déjà qu'il y a un système à lui clairement identifié. T'en as pas des masses. Bah Ça, c'est la première Popovic, chose. et c'est encore mieux, il a Deuxième- pas de système. Comment? Bah Popovic, 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 c'est pas un système, c'est un style de jeu Bah, qui est basé sur un jeu de passe, etc. Moi, je te parle d'un système pur. Un oui, système mais pur alors clairement identifié. Oui, je vous une rappelle que différence entre les deux, hein. je vous rappelle que l'attaque en triangle, c'est pas Phil Jackson, hein, l'initiateur. Hein. Bah, c'est celui en tout cas qui l'a le mieux utilisé. Non, c'est pas... Comment? non, non, vas-y, continue. Non, on t'écoute, on Ouais, t'écoute. mais- Mais Bah, déjà, je pense que déjà, donc l'attaque en triangle, faut respecter déjà rien que ça. Et puis moi, l'autre point que je voulais aborder, c'est que quand tu dis que les équipes de Pat Riley, ils ont beaucoup plus d'identité, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Les Bulls, je pense que dans l'histoire de la NBA, il n'y avait pas une équipe avec autant d'identité, autant de caractère marqué, notamment sur les playoffs où l'adversité, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, était vraiment ouf. On est revenu dessus, hein, les séries contre Utah, machin, etc. Même contre le Heat Contre aussi, hein. Seattle. Même contre le Heat aussi Oui, en bah oui. 97, hein. Et donc, Oui. sans compter les Knicks, ils ont voulu faire les durs avec les Bulls. C'est pas passé loin, c'est vrai, mais ils ont pris leur savate aussi. Ah ben voilà, pas de Ouais, Riley, et ça a puis, incliné. et puis, dernier point. Phil Jackson, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Lui, il faisait progresser des joueurs qui n'étaient peut-être pas programmés à gagner des titres. Derek Fisher, Lamar Odom. Déjà, rien que l'évolution de Lamar Odom, l'épisode qui va bientôt sortir, comment il l'a transformé en le mettant sixième homme. En fait, ils sont des coups que Pat Riley n'arrive pas à sentir. En fait, il y a une différence de niveau, tu vois. Et puis même, moi, Pat Riley, je digère toujours pas comment il a traité Dwayne Wade, tu vois. Phil Jackson, tu peux lui reprocher ce que tu veux. C'est autre chose. Tu peux lui reprocher ce que tu veux. Il a pas de casserole de ce type-là, tu vois. Oh, c'est Il a pas un une aspect humain casserole. que Pat Riley n'a pas. C'est pas une Mais casserole. Non, mais le meilleur joueur de l'histoire qui finit à Chicago, non, c'est moche. Alors que Oui, non, c'est mais moche. non, mais alors par rapport à ça, je pense qu'on a oublié un détail et que vous méprisez un peu trop Pat Riley. Le Showtime, ça vous parle? Ah, mais Bah le voilà. Showtime, mec, il a Magic. non, mais en fait, je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Mais il Ils a ont du mal à Magic. comprendre. Non, mais c'est- Attends, non, mais c'est il a Magic. Il a Magic. Il a Non, Jordan, il a Pippen, il a tout le monde aussi, Jackson. Mais oui, pourquoi dire il a Magic Johnson? En fait, ce qu'on veut dire avec Pat non, mais Riley, le c'est que... Showtime, c'était plus Magic de par son style, de par le spectacle qu'il faisait. Non, mais que- c'est pas ça.
C'était pas Pat Riley qui lui a dit C'est un écoute, tu style vas de faire jeu. Enfin, des mais dribbles dans le dos, des acrobaties, etc. C'est Magic qui était comme ça. Mais non, mais c'est pas Non, non, mais mais là, c'est- déjà, c'est pas que Magic. C'est pas que Magic le Showtime. Non, Mais non. attends, en fait, James mais Worthy non, aussi. mais attends, James Worthy Damas, aussi. Damas, Vas-y. attends, laisse-moi finir sur ça parce que Ok. vous, en fait, on n'est pas en train de dire que Pat Riley est meilleur que Phil Jackson, mais juste vous. Par contre, je trouve que vous respectez pas du tout Pat Riley. On parle d'un coach qui a joué plusieurs années avec une identité Showtime, une identité sur l'attaque avec des matchs à plus de 140 points, plus de 130 points, et il a réussi quelques années après à être successful. Je sais pas comment le dire en français, mais avec New York dans une identité Merci. ultra défensive. Quel coach aujourd'hui, quel coach a réussi à être dominant dans la conférence Ouest avec une identité très offensive et quelques années juste après être dominant dans l'autre conférence avec une identité très défensive. Et je vais rajouter juste une chose qui a Ouais, été, mais- qui a été Désolé, capable en plus capable- derrière de le faire capable de prolonger avec comprendre. Spolstra. Mais oui, Non, mais c'est Non, mais- non, mais je vous jure que Non, Pat mais Riley. moi, Ok, non, parce que juste, je termine un dernier point avec Pat Riley. Ok, Phil Jackson, il est clairement meilleur manager que Pat Riley, mais Pat Riley, pour donner une identité à une équipe, donner une identité à une organisation, je suis désolé, il y a pas match. Parce que elle est tellement forte, l'identité, que les joueurs qui s'y plaisent performent et les joueurs qui ne correspondent pas à l'identité sont exclus naturellement. Et c'est la définition propre d'une identité. Une identité, une culture dans une organisation, c'est si tu adhères, tu es totalement performant. Si tu corresponds pas, tu pars parce que tu ne te sens pas dedans. Et je suis désolé, mais c'est là où il est le meilleur. Par contre, moi, si je peux me permettre de rebondir sur tes propos, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Même avec vous, par rapport à Pat Riley sur le fait de cette faculté d'adaptation en fonction de l'environnement de la franchise dans laquelle il est. Et même dans tout l'environnement de la franchise qu'il est. On connaît le côté Showtime du côté de Los Angeles, Californie. Parfait. Parce qu'il n'y avait pas que Magic qui correspondait à cette image. James Worthy aussi. Pas de problème avec ça. À l'Est, on a vu, il a fait le dur, ça a fonctionné aussi, malgré le fait qu'il y a eu une absence de titre. Il y a quand même eu une finale quand même, ok? Donc magnifique. Et là où il est, selon moi, devant par rapport à Phil Jackson, c'est par rapport à l'organisation d'une franchise où il a prouvé qu'il était au-dessus avec ce qui s'est passé au Heat, qui est bien entendu de moins d'envergure. Pourquoi tu commences à rigoler? Qui est déjà de moins d'envergure que les Knicks de New York, avec Phil Jackson au pouvoir, qui a fait clairement l'orgueilleux en mettant en place attaque en triangle envers des joueurs qui ne correspondaient pas à ce profil. Ça, c'est évident. Non. Là, par contre, là-dessus, pas de souci. En fait, Non, mais là, on pour parle moi, de quoi? Là, on parle de coaching, on parle de managerial. non, mais parce que eux, je suis Ça d'accord. englobe tout. Non, mais vous Non, me disiez c'est- sur le c'est- côté c'est pareil. GM. C'est pas pareil. Non, mais j'ai parlé de ces années Showtime et de ces années Oui, mais d'accord. Knicks. Oui, mais Comment dans ce cas, qui est- dans ce cas-là, je peux juste te répondre que sur la période de Bulls et sur la période de Lakers, c'était peut-être pas la meilleure attaque ou la meilleure défense, mais en termes d'équilibre, c'était beaucoup plus cohérent en fait. Et le côté défensif dont tu parles avec New York, s'il aurait peut-être un surplus offensif, peut-être qu'il aurait gagné en 94. Donc c'est bien d'avoir une identité défensive ou offensive, mais les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui arrivent à combiner les deux. Alors- Et sur ce côté-là, Phil Jackson, il a combiné les deux. Alors sur ça, moi je vais rajouter juste une dernière chose, et pour moi c'est ça qui fait réellement la différence de Pat. Alors je parle vraiment là pour le coup en termes de coaching, je vais pas parler en termes de GM ou quoi que ce soit, mais ce qui fait réellement pour moi la différence et qui me donne ma préférence sur Pat Riley par rapport à Phil Jackson, c'est que Pat Riley est capable de s'adapter aux joueurs avec lesquels il évolue. Alors que Phil Jackson, c'est l'attaque en triangle, point barre. Si t'es pas content, tu vas ailleurs, mais c'est l'attaque en triangle et on va juste se buter sur ça. Et ça a fait défaut pendant quelques années quand même aux Lakers, il faut dire ce qui est. L'année. Et il s'adapte pas que aux joueurs, il s'adapte aussi à l'environnement de la franchise qu'il coach. Hein. Être coach il a compris que être coach à New York, c'est la même chose que être coach à Los Angeles. Il a compris que pour avoir le soutien du public, le soutien du Madison Square Garden, pour avoir le soutien de la ville, il fallait qu'il joue d'une certaine manière. Et surtout, en plus, en ajoutant les joueurs qu'il y avait, il fallait qu'il joue d'une manière, comme on connaît, les années 90 à l'Est, la bagarre, défensive, etc. Il l'a compris directement. Il n'a pas cherché à refaire ce qu'il a produit à Los Angeles, où là, le Showtime,
mais ça correspond totalement avec l'identité de Los Angeles, de la ville, les paillettes. Il faut que ça soit totalement spectaculaire. C'est limite. Mais oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. De toute manière, on le voit avec les Knicks de Thibodeau qui correspond parfaitement à l'image de New York, parce qu'aujourd'hui, les Knicks sont la meilleure défense de la ligue. Hein. Une saison exceptionnelle que réalisent les Knicks. Donc, on ferme la porte par rapport à ça. Messieurs, un dernier mot par rapport à Phil Jackson. Non, pardon, excusez-moi. Par rapport à Michael Jordan et Kobe Bryant. Moi, c'est surtout les larmes. Moi, j'ai un mot aussi. Moi, bien sûr, tu auras la parole, t'inquiète pas, Rafi. Moi, ce sont les larmes oui, c'est vrai, il était vraiment pressé. C'était les larmes qu'a versé Michael Jordan par rapport à la période du décès de Kobe Bryant. Ça montrait vraiment la tâche qu'avait Michael envers Kobe. Je dirais, en plus de ça, c'est quand même rare de voir Michael Jordan exprimer autant ses sentiments comme ça, devant tous. Parce que c'est devant le monde entier, tout le monde s'est arrêté pour regarder cette situation. Même les gens qui connaissent rien au basket étaient là. Et ça prouvait quand même, je dirais même la dimension de laquelle seuls Kobe et MJ ont pu y être. Un petit dernier mot avant que je laisse la parole, messieurs, du pourquoi Kobe n'a pas rejoint MJ. La seule différence pour moi, et d'ailleurs ce qui a empêché à ce que Kobe puisse rejoindre MJ, c'est la capacité à produire un autre joueur comme lui. Que Michael a pu faire envers Kobe. Est-ce que Kobe avait un numéro 2 derrière? Von Booker pour moi. Après Kobe, peut-être qu'il avait pas ce truc-là, mais il a quand même encensé beaucoup de mecs en interview, tu vois. Il a parlé de Durant, sur la nouvelle génération quand même, il a quand même pas mal de mecs qu'il a mis. Giannis, Tatum. Vous avez raison. En effet, je retire peut-être ce point-là en question. Peut-être l'embrouille avec Shaq, comme si Shaq le dit très souvent qu'ils auraient pu gagner ensemble 6 voire 7 titres ensemble. C'est quelque part aussi. Mais bon, Shaq, on connaît son côté exubérant. Shaq, il est très grave. Shaq, il tweet quand il parle. Il est obligé d'être toujours dans le sensationnel. Tout le temps. Et pour ma part, je pense que Kobe, ce qui a manqué, peut-être la petite pointe d'orgueil. Le départ en 2004, il n'est pas normal. Ouais. Shaq aurait dû prolonger. Mais en fait, je pense qu'après, MJ, même s'il était exigeant, il arrivait quand même à arrondir les ongles. Tu en as parlé tout à l'heure avec l'histoire, avec la bagarre avec Steve Kerr. Ouais. Et Kobe était beaucoup plus orgueilleux. En fait, il était orgueilleux un peu trop vis-à-vis de ses coéquipiers, tu vois. Là où Jordan va peut-être parfois faire preuve un peu plus de compréhension parfois, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Et l'autre truc que je voulais rajouter, c'était que comment il s'appelle, Kobe a plus aussi tendance à comment expliquer, à tirer la couverture sur lui. L'épisode avec Dwight, en fait, l'épisode avec Dwight ou Nash où vraiment, tu sais, il supportait pas les attitudes de Dwight Howard, etc. Je pense que il avait quand même un côté, oui, il faut quand même que je tire un peu la couverture sur moi, tu vois. Il fait beaucoup moins de place. Alors que Jordan, si tu rentres dans son moule et que tu fais le taf basket, ça passe, tu vois. Taf basket et même taf caractère. Hein. Jordan n'aime pas les gens qui ne produisent pas l'excellence. Vlad? J'aurais juste à dire que ce speech qu'il va faire, ça va juste être un moment, je pense qu'on va bien garder dans nos mémoires parce que ça va être vraiment fort en émotion, je pense. Et pour répondre à The Answer Nistar, oui, je pense que même si Kobe n'était pas mort, je pense que ce serait Jordan qui l'aurait représenté. Absolument. Très très bonne remarque. Il y a encore d'autres remarques là au niveau des commentaires et tout là. Il y en a beaucoup qui sont côté Pat Riley. Hein. Allez hop. Là, c'est bon, ça mérite un épisode. Là, c'est bon. Ah, les mecs, ils nous ont saucé. Rendez-vous à la saison 3. Moi, juste, j'ajouterais que Kobe, je trouve qu'il a mieux vieilli que Michael Jordan en termes de développement. Le Kobe, les dernières années de Kobe, en vrai, tu le sentais. C'est dommage que ça arrive trop tard, mais tu le sentais très leader parce que quand tu regardais
dans ses conférences, quand il parlait de son business, etc. Mais vraiment, c'était devenu un nouvel homme. Hein. C'était devenu vraiment quelqu'un qui comprenait mieux les dynamiques entre les humains, qui comprenait mieux comment gérer humainement un effectif. Et ça, vraiment, je regrette qu'il ait pas eu cette compréhension plus tôt. Et pour le coup, moi, je trouve que Michael Jordan, bah, en vrai, moi, je trouve qu'il n'a pas tant progressé que ça depuis qu'il a arrêté le basket. Et je pense que c'est pour ça que, en tant que exécutif à Charlotte, etc., je trouve que c'est pour ça que pour moi, il n'excelle pas. Ah, oh là 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 là, là tu ça soulèves va un point très mériter, important. ça va mériter débat, tout ça par la suite. Hein. Ouais, parce que du côté de Charlotte, c'est pas mal ce que t'as fait. Et Charles Barkley justement dira ça en plus par rapport à MJ. Oui. Bah, en plus, pour le coup, c'est pas le mieux placé par rapport à MJ. Ouais, c'est pas mieux placé, mais la remarque qu'il avait donnée était plutôt intéressante dans le fait que Michael Jordan s'entoure plus malheureusement dans son management de personnes qui ne sont pas capables de lui dire non et de lui faire front quand il fait des conneries. Ça, MJ l'a mal pris et mauvaise réaction. Et la réaction qu'a eu Michael Jordan par rapport à la remarque de Barkley démontre bien que, émotionnellement parlant, dans le modèle managérial, MJ a encore des progrès. Et ça se voit par rapport aux résultats de Charlotte, qui sont dangereusement en plus en lutte pour le play-in en plus actuellement, malgré leur très belle saison. Parce qu'on ne les attendait pas à cette position, soyons clairs. Alors, saison 2020-21. Oui, parce que saison régulière qui arrive à son terme. On parle quand même de deux gars qui ont quand même raflé quelques titres d'MVP. Je pense que ça peut faire une bonne transition. Oh ben exactement, hein. Alors étonnamment, Kobe Bryant n'a qu'un seul titre d'MVP en saison régulière. Ouais, mais parce que Nash il en a volé un, je pense. Ouh, encore un autre tweet sur les MVP. Eh ben, purée de patate. Ça va être un Twitch version révisionniste. Eh ben là, on va se régaler. Hein. Les mecs, on va les faire rentrer en direct avec nous. Ils vont commencer à parler avec nous. Ça va plutôt dans tous les sens. Hein.